Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 31 janvier 1961, un appel téléphonique angoissé arrive à la gendarmerie de Bourganeuf. Madame la quincaillère signale que son mari est parti vers 18h avec sa camionnette pour effectuer une livraison. Il était accompagné d'un client inconnu et à minuit, il n'a pas regagné son domicile. Cette disparition fait l'objet d'une recherche de routine par la patrouille de nuit. Et c'est au petit matin que l'on découvre la camionnette du quincailler. Tout feu éteint, garée au bord de la route. Elle est vide. À l'intérieur, des feuilles de chêne, de la terre et du sang. Aucune trace aux alentours. Le conducteur a disparu. L'emploi du temps du propriétaire est facilement reconstitué. Il a quitté son magasin à 18h30 avec une livraison commandée par un client de passage. Or, quelqu'un a déchargé la camionnette avec rapidité, car les sangles qui maintenaient le matériel ont été sectionnées alors qu'il était si simple de les dénouer. Quant aux traces de sang au fond du véhicule, elles semblent laisser supposer que le conducteur a été tué. Mais tué pour quelle raison? Pour lui voler un réfrigérateur, une cuisinière et quelques bricoles? Sûrement pas. Pour lui voler de l'argent? Il n'en avait pas sur lui. Pour se venger? Qui voudrait se venger d'un quincailler, d'un père de famille tranquille et honnête? L'étrangeté de ce mobile, qui n'est même pas un mobile d'ailleurs, surprendra beaucoup les enquêteurs. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il surprendra l'assassin lui-même. Oui, c'est un assassin surpris par son propre crime que nous découvrirons tout à l'heure. Une espèce assez rare, un homme qui a tué exactement comme il aurait signé un chèque ou payé une facture, sans y attacher une importance particulière. Un homme qui ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait fait. Quand un policier lui a demandé « Pourquoi ?» Pourquoi? Voilà bien une question de policier. L'assassin a répondu « Je sais pas. Mais pour une fois que je tue, j'ai pas de chance. » C'est écrit soigneusement sur une page quadrillée d'un cahier d'écolier. En haut à gauche, il y a le nom Jacques Bertin, souligné comme sur une copie d'examen. Et un peu en dessous, expulsé de Tunisie, exploitant actuellement une propriété de 70 hectares de l'autre côté de Royères. Donc, c'est Jacques Bertin, un nom d'emprunt, qui arrive vers 10h en voiture à Royères. Il range son auto sur le champ de foire, la place est déserte, le temps est gris, un vieux monsieur passe en s'appuyant sur sa canne. Jacques Bertin l'aborde. « Pardon, monsieur, je cherche un coiffeur. » Le vieux monsieur tend le bras vers la droite de la place, il indique la boutique. Jacques Bertin remercie, et en allant vers la direction indiquée, il croise une jeune fille, encore une gamine, 16 ans environ, une frange échevelée qui tombe sur deux yeux gais, un visage rond. Il ne la voit pas, elle non plus. Elle non plus, mais sans qu'elle s'en rende compte. Une image s'inscrit quelque part dans sa tête. Son regard va de l'homme en canadienne marron à la voiture garée sur la place. L'œil de la jeune fille enregistre, sans le savoir, la silhouette, la voiture, la plaque de la voiture.
C'est une de ces milliards de choses que l'œil enregistre quotidiennement et que le cerveau classe quelque part, on ne sait où, parmi les renseignements dont on n'a pas besoin sur le moment, dont on n'aura sûrement jamais besoin. Jacques Bertin entre chez le coiffeur. « Mauvais temps, n'est-ce pas, monsieur? C'est pour une coupe ?» Jacques Bertin marmonne un acquiescement et laisse le coiffeur parler tout seul de la pluie qui menace et du froid qui persiste. Le coiffeur coupe et taille. L'œil du coiffeur enregistre, sans le remarquer vraiment, que son client porte à la tempe gauche une tache, une sorte de dartre, grosse comme une pièce de 5 centimes. Cela aussi, en principe, fait partie de ces milliers de renseignements qui ne servent à rien sur le moment. Jacques Bertin prend un taxi. Le taxi le conduit à l'entrée de Bourganeuf. Dans la rue principale, à pied, il longe les boutiques. Cet homme qui marche à pas lents sur un trottoir de Bourganeuf n'est pas encore un assassin, mais il a décidé de le devenir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le comportement de cet homme, c'est qu'il n'a pas de mobile pour tuer. Enfin, pas vraiment. Il n'en veut à personne en particulier. Il n'est pas jaloux, en colère. Ce n'est pas non plus un spécialiste du hold-up ou de l'attaque à main armée. C'est un homme de 29 ans, marié et père de famille. Physiquement, cet homme ressemble à tout le monde. C'est un paysan. Mais ce que nous appellerons un paysan raté. Son père, qui voulait lui faire des études, le mit au collège à l'âge de 12 ans. Le petit marchait bien, comme on dit. Mais il était d'un tempérament si nerveux qu'à peine passé le cap de la 6e, un médecin conseilla au père de retirer l'enfant de l'école. De même qu'un autre médecin l'estima plus tard incapable d'accomplir son service militaire. Jacques Bertin reste donc paysan sur la terre de ses parents, mais se met à dévorer tous les livres qu'il peut. Parallèlement, il entame une collection. Mais une collection inhabituelle. En effet, un collectionneur d'habitude est un monsieur qui accumule des objets de toutes sortes, mais sans valeur utilitaire. On dit qu'un collectionneur, disons excessif, fait du collectionnisme. Et il y a encore un degré dans l'excès du collectionnisme, plus exactement une déviation de l'instinct de propriété. Jacques Bertin est dans ce cas. Sa collection inhabituelle doit représenter l'exemple type d'une déviation de l'instinct de propriété. Par exemple, vous avez 12 ans et vous voulez aller à la pêche. Alors, il vous faut une canne à pêche. Vous vous demandez à papa de vous l'acheter, ou vous y consacrez vos économies. Pour Jacques Bertin, petit garçon, la formule est différente. Il a besoin d'une canne à pêche, il la vole. Il a besoin d'un rond de serviette, il le vole. Tout ce dont il a besoin, il le vole. Et il entasse tout cela soigneusement dans tous les recoins de la maison. Ça, c'est le côté kleptomane. Cela va bientôt du samovar à la tronçonneuse électrique, en passant par le vélo de course, la trousse chirurgicale et le bocal de haricots. À 29 ans, il a monté entièrement son ménage de cette façon. Personne n'est au courant, ni sa femme, ni ses parents, qui vivent ensemble à la ferme. On ne soupçonnerait même pas ce garçon de voler un œuf. Il dissimule son petit manège avec une habileté diabolique. Il a même inventé un répertoire codé de tous ses larcins et imaginé une grille connue de lui seul pour identifier son butin. Ça, c'est le côté collectionneur. Le tout est consigné avec un soin méticuleux sur le cahier d'écolier d'une petite écriture fine et élégante. Une écriture qui tranche curieusement avec les mains de son auteur. Jacques Bertin a de grosses mains pataudes. Et l'on imagine mal le lien existant entre cette écriture d'intellectuel et ses doigts de paysan. Mais tout cela, personne ne le sait dans son entourage et pour l'instant, le collectionneur marche sur un trottoir de Bourganeuf. Il longe les boutiques à la recherche d'un magasin susceptible de lui fournir ce dont il a besoin en ce moment, c'est-à-dire un réfrigérateur de 180 litres, une cuisinière blanche, un moulin à farine, un coupe-racine, une balance, un étau, une chignole et du grillage pour parquer les moutons. Il a sa petite liste dans sa poche.
Sur son passage, il aperçoit une petite droguerie dont la devanture avenante est peinte en vert. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc Jacques Bertin se dirige vers une droguerie peinte en vert. À travers la vitrine, il aperçoit un réfrigérateur. Il entre, la petite cloche de la porte d'entrée grelotte. Si la boutique n'avait pas été peinte en vert, attirant l'œil, il serait peut-être entré ailleurs. Si le quincaillier n'avait pas été aimable, il serait peut-être ressorti. Avec des scies, ce genre de choses n'arriverait jamais. Mais le quincaillier est aimable. Il est de nature aimable. Et puis, il est jeune, il a besoin de vendre. Il n'a pas fini de payer les traites de sa boutique, le stock lui coûte cher. Quant au client, il a l'air sérieux, près de ses sous, l'air d'un cultivateur endimanché, venu à la ville pour faire ses achats. Il sort une petite liste, examine le matériel, discute le prix, mesure le grillage. C'est un client, un bon client même, qui passe une commande de 3000 francs nouveaux de marchandises. Il demande si on peut livrer chez lui. On peut. Il dit qu'il va déjeuner et qu'il reviendra dans l'après-midi pour aider à charger le matériel. C'est bien. Il dit qu'il paiera en arrivant chez lui et qu'il accompagnera le quincaillier dans sa fourgonnette. C'est plus simple. Il dit qu'il s'appelle Jacques Bertin, qu'il est rapatrié de Tunisie depuis peu et s'est installé dans la région. Tout s'est passé comme il l'a dit. La femme du quincaillier n'en sait pas plus. Son mari lui a simplement dit qu'il allait livrer à quelques kilomètres de Bourganeuf et rentrerait avant minuit. Le commissaire qui l'interroge recueille une description de Jacques Bertin qui ne l'éclaire pas beaucoup. Bien habillé, il portait une serviette et des gants, un visage pâle, presque jaune, pantalon bleu, canadienne marron, cravate rayée. C'est à peu près tout. Ce signalement, un journaliste le répète par téléphone à son journal parisien dans la même journée. Il n'est pas le seul. Depuis que la police a retrouvé la camionnette, ils sont quelques-uns à avoir établi leur quartier général dans le petit hôtel-restaurant sur la place. Et là, derrière le bar, frottant les verres avec une belle énergie, une gamine de 16 ans, un visage rond, des yeux gais, une frange échevelée. Elle écoute le journaliste dicter la description du suspect numéro 1, Jacques Bertin, le dernier client du quincaillier. Et tout à coup, l'image s'impose, cet homme qui traversait la place, cette voiture garée toute seule en face de l'église. C'est ça. Et il y avait un nom sur la plaque de la voiture, comme sur beaucoup de voitures de la campagne. C'était une plaque bleue. Mais le nom, ce n'était pas Jacques Bertin, c'était un autre. C'était Jean Bornet de Saint-Yrieix. Quelque temps plus tard, la gamine répète le signalement au commissaire. On retrouve le coiffeur qui parle de ce client inconnu et de la petite tache sur la tempe. On identifie la voiture. Et les gendarmes foncent vers un petit hameau jusqu'à une ferme isolée, silencieuse. Il fait nuit. Dans les taillis, derrière les arbres, une dizaine d'hommes en faction, armés, surveillent les fenêtres closes. Si Jean Bornet a fait le coup, il est peut-être aux abois et armé. Au bout d'une demi-heure de guet, l'un des gendarmes se présente à la porte de la ferme. Il frappe en criant bien fort. « C'est pour une convocation !» La porte s'ouvre. Un homme vêtu de bleu apparaît sur le pas de la porte. 10 paires de bras à la grippe. On lui enlève son chapeau. À la lueur d'une torche apparaît un visage pâle, presque jaune. Et sur la tempe droite, une petite tache grosse comme une pièce de 5 centimes. L'homme est resté figé de stupeur. Il ne fait aucun geste pour se défendre ou pour s'enfuir. Il regarde les gendarmes tour à tour. Puis une lueur de compréhension passe dans son regard, et tout à coup il s'assied là, sur le perron de la ferme, se prend la tête dans les bras, se met à pleurer, à pleurnicher plutôt, en reniflant comme un gamin. Décontenancé, l'un des gendarmes lui pose un bras sur l'épaule et demande « C'est toi qui as tué le quincaillier ?»« Oui. Oui, c'est moi. Oh, je vous dirai tout ce que vous voulez, mais je veux pas les menottes, hein. S'il vous plaît, pas les menottes. » « Qu'est-ce que tu as fait du corps ?» Toujours pleurnichant, Jean Bornet, alias Jacques Bertin, tend le bras vers la forêt. Là-bas,
c'est là. C'est là qu'il va faire cette réponse étonnante. Je ne sais pas. Mais pour la première fois que je tue, j'ai pas de chance. De mémoire de gendarme, il est rare d'obtenir de tels aveux. Il est rare de voir un homme affalé sur le perron de sa maison, pleurnichant, avouant qu'il a tué et se plaignant de ne pas avoir de chance. Faut dire ce qui est, c'est vraiment rare. Et ce qui est plus rare, c'est qu'un assassin décrive noir sur blanc l'emploi du temps de sa journée sur un cahier d'écolier. Jean Bornet l'avait fait. Sur le répertoire où il consignait chacun de ses vols sous un nom de code particulier, il y avait une page d'une précision cruelle et folle à la fois. Une page qui voulait dire que cet homme, ce pleurnichard, avait tué comme on va faire une course dans un magasin. Écoutez plutôt, voici cette page. 31 janvier 1961. Arrivé à Royères en voiture vers 10 heures. Aller chez le coiffeur. Prendre un taxi pour Bourganeuf. Passer commande. Aller manger. Prendre livraison l'après-midi. Entre Royères et le barrage, abattre. Déposer le corps. Décharger la marchandise. Retour à Royères, reprendre voiture, enterrer. Eh bien, il a fait tout ça en suivant scrupuleusement sa petite liste. À 18h30, il a aidé le quincaillier à charger sa commande dans la fourgonnette. Ils sont partis tous les deux. Sous son bras, dans la sacoche, Jean Bornet avait dissimulé un revolver. Sur la route, il a fait semblant d'être malade, compatissant. Son compagnon a stoppé la voiture. Les deux hommes sont descendus. Un coup de crosse, 4 balles tirées à bout portant, puis d'autres coups de crosse, un carnage. Bornet charge ensuite le corps dans la fourgonnette, reprend la route. À 1500 mètres de chez lui, il le dépose dans un fourré, repart, va décharger le matériel dans sa grange avec l'aide de sa femme. Elle ne demande aucune explication. Dans la même nuit, Bornet fait disparaître le corps du malheureux quincaillier dans un marécage et retourne chez lui. Chez lui, c'est le nid de la pivoleuse. 4 ans de vol en tout genre, partout, dans tous les recoins. Des bouteilles, des chaises longues, des montres, des échelles, des outils. Les fourgonnettes de la gendarmerie y suffisent à peine. C'est pour ça qu'il a tué. Pour ajouter à sa collection un réfrigérateur et une cuisinière. Uniquement pour ça. Il voulait, dit-il, s'élever. Il voulait entasser des choses, devenir le propriétaire de tout ce qu'il voyait. Peut-être même pas pour utiliser les choses, mais pour les avoir, pour les collectionner. Fou? À vrai dire, non, les experts ne lui accorderont que les circonstances atténuantes, sans plus. D'ailleurs, jusqu'au 31 janvier 1961, il n'avait jamais fait de mal à une mouche. Vous avez déjà, vous qui m'écoutez, rencontré un collectionneur? Ils sont des millions dans le monde. Dans 99% des cas, le collectionneur est un doux maniaque qui ne gêne personne. Ce n'est pas parce qu'un monsieur collectionne les boîtes d'allumettes qu'il est fou. Mais il peut arriver, dans 1% des cas, que cette manie dégénère. Le maniaque devient kleptomane, c'est déjà grave. Son obsession l'aveugle au point qu'il peut prendre des risques insensés pour s'approprier quelque chose. Bornet s'était mis dans la tête d'avoir un réfrigérateur et une cuisinière dans sa collection. Ce sont des objets qu'on ne met pas facilement dans sa poche. Alors il a tué sans même s'en rendre compte. Devant les jurés, il ne se défend pas. Je voulais ces appareils. C'était plus fort que moi. Voici le résumé de l'expertise psychiatrique. Intelligence au-dessus de la moyenne, sentiment de frustration, haine de la société, repli sur soi-même, le tout détermine une forme de collectionnisme assimilable à celle de l'avare qui contemple son trésor. C'est cela. Les circonstances atténuantes pour le crime lui-même. Mais beaucoup plus que les psychiatres, c'est la mère de Bornet qui impressionnera les jurés d'assises. Une vieille femme en noir qui n'a pas cessé tout au long des débats de défendre son fils, de prouver qu'elle l'aimait, de chercher des explications à son crime en s'aidant de tous ses souvenirs d'enfance. Il est tombé quand il était petit. Il a eu peur pendant la guerre, une nuit terrible, où de faux maquisards nous ont menacés. Il a toujours été nerveux, il croyait qu'il avait des ennemis partout. C'est elle qui demande pardon pour son fils à la barre. Et c'est pour elle que les jurés ne sont pas allés jusqu'à la peine de mort.
Cela ne résout rien, il reste qu'un homme de 29 ans en a tué un autre pour mettre dans sa collection un réfrigérateur et une cuisinière. Où se situe la frontière dangereuse qui sépare le collectionneur inoffensif du tueur collectionneur? Qu'est-ce que c'est que cette frustration qui aboutit au crime? Comment s'en aperçoit-on? Quelle mère est capable de s'inquiéter de la petite manie de son rejeton qui vole des cannes à pêche ou des harmonicas? Comment savoir si c'est grave? Jusqu'où ça peut le mener? Et pourquoi il fait ça? Surtout, pourquoi il fait ça? Avant de le retrouver un jour dans un dossier extraordinaire, pleurant sur la malchance qu'il a de s'être fait prendre pour une fois qu'il tuait. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Aimé Blancard avait beau être un ancien gardien de la paix à Paris, il put difficilement résister au spectacle. Il fallait en effet avoir le cœur, comme l'on dit, bien accroché, pour passer outre son horreur et s'approcher, comme il le fit, des deux cantonniers qui tentaient de tirer à l'écart des rails, comment dire. Quelque chose, oui, quelque chose qui avait été quelqu'un, qui avait été un être humain. Et trouver ce quelque chose un matin de novembre à 6 heures n'est pas fait pour réjouir le cœur d'un homme, fût-il ancien gardien de la paix. C'est en passant dans sa charrette sur le pont de la vieille route de Senlis à Chantilly qu'Aimé Blancard avait aperçu les deux cantonniers en contrebas sur la voie, se livrant à leur peu agréable besogne. Il avait tout de suite compris et s'était précipité pour les aider. « C'est dur !» articula le cantonnier-chef Constant Gavillon. « Pour être dur ?» fit Aimé Blancard en avalant péniblement sa salive. « Il a souffert !» commenta le cantonnier adjoint Louis-Augustin Doré. « Faut-il être à bout pour en arriver là ?» reprit Blancard. Déjà peu de temps avant, on avait retrouvé un autre désespéré à cet endroit, un joueur décavé venu en finir avec la déveine. « C'était un bourgeois !» fit Doré. Les trois hommes eurent le courage de tourner à nouveau les yeux vers le cadavre. L'habit était fort convenable, en effet, un complet à carreaux de bonne étoffe, une chemise de toile bistre. Les mains n'avaient pas souffert, et manifestement n'étaient pas celles d'un travailleur de force. Mais l'homme lui-même, c'était le visage qui avait les plus profondes blessures, à la tête et au cou. Le nez avait disparu, et la jambe gauche aussi, coupée net, au-dessus de la cheville. « Il a dû se coucher sur le rail et attendre le train, » dit Gavillon. La chose était maintenant à l'écart de la voie dans le fossé. Heureusement, le Beauvais Paris apparut au détour de la voie. Gavillon saisit sa lanterne et l'agita. Du train, on la vit nettement, car le jour se levait à peine. « Qu'est-ce que c'est ?» fit le mécano. Le train, bien lancé, passait à la hauteur du groupe. « Mort! Cadavre! Gendarme !» entendit le chauffeur, penché à l'extérieur. Et l'un des trois hommes faisait en criant un geste, la main tenue à plat, passant sur le cou d'une oreille à l'autre. « Je crois qu'ils ont trouvé un macabé, fit Émile, le chauffeur. On va s'arrêter. » Le mécano haussa les épaules et lui fit signe de forcer la chauffe. Il s'arrêta comme prévu, à Ory-la-Ville, et fit un rapport en 1 minute au chef de gare. Moins d'1 heure plus tard, un brigadier à cheval et un ancien dragon à moustache blanche, surnommé le Père Silence pour son verbe rare,
arrivés sur les lieux du drame. Ainsi commençait l'enquête qui allait passionner les lecteurs de gazettes. L'affaire Hippolyte Hoyos. Qui a tué Hippolyte Hoyos? C'est la question que chacun se posa et que vous n'allez pas manquer de poser maintenant, vous, amateurs de dossiers extraordinaires. Aimé Blancard, l'ancien gardien de la paix à Paris, avait un peu l'habitude de ces choses-là. Il fit en sorte que l'on touchât le moins possible au corps et s'opposa à une fouille en attendant l'arrivée des autorités. « Je suis pas tellement d'accord avec vous, dit-il au cantonnier. En y réfléchissant, je suis pas sûr que ce soit un suicide. » Le brigadier à cheval Ponsard et le père Silence arrivèrent sur ces entrefaits. Aussitôt, pied à terre, ils examinent le cadavre. « Drôle de blessure, fit Ponsard. Je jurerais que c'est une hache plutôt qu'une roue de train qui a fait ce sale boulot. »« Ah! Qu'est-ce que je vous disais, triomphe Blancard. Ça voudrait dire qu'il n'est pas descendu tout seul de là-haut, fait-il en désignant le pont. »« Montons voir, propose le brigadier. Sur le pont, les choses sont claires. Regardez, du sang sur le parapet, on l'a basculé par-dessus. C'est un crime. À moins, persiste le cantonnier, à moins qu'il ne se soit tranché la gorge avant de sauter. » Le père Silence lui tape sur l'épaule et sans un mot désigne une traînée rouge sur le sol qui conduit à 10 mètres à une large flaque sombre et épaisse dans laquelle on distingue des traces de pas. Donc on a tué là-bas, traîné le corps que l'on a précipité par-dessus le parapet. L'assassin est ensuite descendu pour disposer sa victime sur la voie. Il a dû être dérangé dans sa mise en scène, dit Ponsard. Il n'a pas eu le temps de faire disparaître les traces sur le pont. Ils redescendent, pensifs. « C'est sûrement pour qu'on ne reconnaisse pas le bonhomme, dit un cantonnier. »« Sûrement pas. C'est juste pour faire croire à un suicide. Sans cela, le criminel aurait démarqué les vêtements et vidé les poches. Ce qu'il n'a pas fait, précise le gendarme en se penchant sur la dépouille. L'identification est vite effectuée. Voici ce que l'on trouve dans les poches du beau costume à carreaux. Une facture d'un armurier, Martin, Rambouillet, pour une 12aine de pétards de feu d'artifice. Elle date de 3 mois et est dressée au nom de Monsieur le Comte. Un papier avec une adresse, Gaupillot, Bas-Meudon, Seine-et-Oise. Enfin, une lettre, libellée d'une plume élégante. J'ai la copie de cette lettre sous les yeux, chers amis, je vous la lis. Mon cher fils, j'ai reçu votre dernière lettre ainsi que celle de votre frère Émile. Je comptais aller vous voir tous deux cette semaine, et je vous remettrai moi-même ce que vous m'avez demandé. Je vous télégraphierai avant de prendre le train. En attendant le plaisir de vous voir, je vous embrasse 1000 fois de cœur. En hâte, votre père, H. 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 Ce sont également les initiales qui ornaient la chemise bistre du mort, ainsi que son mouchoir. La lettre était adressée à un certain Émile Hoyos, officier à Bruxelles. On ne trouve par contre pas un centime sur le corps. Enquête auprès du sieur Gaupillot, dont le mort possédait l'adresse. Gaupillot avait négocié la vente de sa ferme un mois auparavant avec un certain Hippolyte Hoyos. H. H. L'armurier Martin répondit quant à lui sans hésiter. « Cette facture, j'ai vendu moi-même le feu d'artifice au régisseur du comte de Roverolis à Poigny. Son nom, Hoyos. Hippolyte Hoyos. H. H. Monsieur le comte, le fils en Belgique Émile Hoyos, la victime sauvagement égorgée puis achevée à coups de hachette, était donc Hippolyte Hoyos, H-O-Y-O-S, belge, né une 40aine d'années auparavant dans la province de Mons, engagé comme régisseur par monsieur de Roverolis, comte et ingénieur chimiste, qui possède du terrain et des fermes à Poigny. Très grand, blond, d'un abord sympathique, connaissant très bien les travaux fermiers, il avait progressé rapidement. Mais son caractère difficile et sa tendance à commander ne lui avaient pas fait que des amis. À cela, d'ailleurs, ne l'avait pas aidé sa femme, maigre et sèche, qui ne parlait à personne. Ils avaient 3 enfants de 8 à 2 ans. D'un premier lit, il avait 2 fils, Émile et Honoré, tous 2 militaires en Belgique.
À cause de leurs différends assez fréquents sur la marche des fermes, le comte ne lui avait pas renouvelé son contrat. Mais dans le même temps, Hippolyte Hoyos apprit que sa femme faisait un important héritage en Belgique. Il s'installa donc avec sa famille à l'auberge Bonhomme à Poigny et le 30 octobre partit pour Liège afin de régler cette affaire d'héritage. C'est le 3 novembre qu'on retrouva son corps sur la voie ferrée, pas besoin de chercher très loin le mobile, il devait revenir avec une très forte somme d'argent sur lui. C'est le jour même que l'on arrêta un clochard, un certain Étienne Bouillot. Les gendarmes le trouvèrent cassant la croûte sur un talus. Comme il fuyait à leur approche, ils lui mirent la main au collet et constatèrent qu'il avait en poche un mouchoir ensanglanté et que sa veste et son pantalon étaient souillés de la même manière. « J'ai été renversé cette nuit par un attelage et j'ai saigné du nez. » Mais cette explication ne convainquit personne, d'autant moins que l'homme avoua venir de Chantilly et être passé sur le pont tragique dans la nuit même. On tenait donc l'assassin de Hippolyte Hoyos. Vous allez penser, chers amis amateurs de dossiers extraordinaires, que celui-ci est tout à fait banal et qu'il valait mieux passer de la musique plutôt que de raconter le crime d'un cheminot dont l'auteur est arrêté à quelques kilomètres le jour même. Eh bien, cela signifierait que vous oubliez notre affection particulière pour les coups de théâtre. Et ce qui se passa dans l'affaire Hoyos, c'est un vrai coup de théâtre, répondant parfaitement à la règle du genre, avec retournement de situation, nouveau mystère et tout et tout. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Revenons maintenant à l'affaire Hippolyte Hoyos. Pour quelle somme, s'il vous plaît, était assuré M. Hoyos? Le grand monsieur distingué s'est adressé discrètement à l'employé du guichet. Nous sommes dans les locaux de la compagnie Le Phénix et le grand monsieur se montre bien curieux, d'autant plus qu'il est le président du conseil d'administration d'une compagnie rivale. Mais en passant dans le hall, alors qu'il sortait du bureau de son concurrent et ami, le président du Phénix, le baron du Bourdieu a entendu le nom de Hoyos. Celle qui le prononçait est une petite femme maigre et sèche, la femme du défunt. Enfin, elle n'est pas vraiment sa femme. Elle se nomme Alphonsine Figue. Et Alphonsine venait toucher le montant de l'assurance sur la vie de Hoyos. En entendant la somme, le baron conseille « Différer le paiement. Il y a quelque chose là-dessous. » Oui, il y avait quelque chose. 3 mois plus tôt, la compagnie concurrente dirigée par le baron avait reçu une demande de contrat du même Hippolyte Hoyos. Cette demande était introduite par un assureur du nom de Huette. Or, déclare le baron au juge Auburtin qui instruit l'affaire Hoyos, or, je suis moi-même originaire de la région où était censé résider ce Huette, et je sais pertinemment qu'il n'a jamais existé. J'ai donc refusé le contrat parce que je connais ce genre d'escroquerie depuis longtemps. Mais où est l'escroquerie, monsieur le baron? C'est très simple. Il faut savoir que nous avons coutume de rémunérer nos courtiers en leur abandonnant la première année de prime. Il suffit donc de créer un assureur fantôme pour gagner les versements d'1 an. Le juge Auburtin réfléchit très vite et fait demander en Belgique une photographie du sieur Hoyos. Puis, il ordonne une exhumation du corps. La funèbre cérémonie a lieu en présence de nombreux témoins qui ont connu Hoyos. On ouvre le cercueil et ce n'est qu'un cri. Ce n'est pas Hoyos! Non, ce n'est pas Hoyos qui est enterré à Chantilly. Mais c'est Baron! C'est Baron! Un vacher de Poigny reconnaît formellement le corps mutilé. C'est Louis Baron, belge également, 52 ans. Un garçon de ferme, au service de Hoyos. Alors, où était Hoyos, le vrai? Il fut arrêté assez facilement à Valenciennes, où il vivait sous le nom de Baron. Pourquoi pas, me direz-vous? Mais il avait lu dans les journaux que l'identité du mort de Chantilly était mise en doute. Alors, savez-vous ce qu'il avait imaginé? Eh bien, on trouva sur lui le brouillon d'une lettre. Cette lettre était adressée au juge Auburtin et disait ceci. « Mais non, je ne suis pas le mort de Chantilly. Je suis bien en vie. Et je n'ai nul désir de quitter ce monde. J'habite Valenciennes,
et si vous avez besoin de quelques renseignements, je me tiens à votre disposition au premier appel. » Ainsi, pensait-il pouvoir dire le cas échéant, « Vous voyez, j'ai la conscience tranquille, je ne me cachais pas. » Seulement, au même moment, on arrêtait Alphonsine Figue, sa concubine, et elle aussi portait sur elle un brouillon de lettre, destiné à une tenancière de la pension de Poigny. Dans cette lettre, elle s'inquiète. Je dois vous lire ce texte en entier pour que vous compreniez l'importance du raisonnement machiavélique qu'il révèle. « Ma chère et bonne dame, veuillez, je vous en supplie, avoir l'extrême obligeance de me dire si Hippolyte est toujours chez vous. Il m'a quitté vendredi vers 1h pour se rendre samedi après-midi à Rambouillet et venir me rejoindre lundi. Et je ne le vois pas, ni ne reçois aucune nouvelle de lui. Comme il est très hardi pour voyager le soir, qu'il avait une somme assez forte sur lui, je suis dans des transes mortelles, redoutant un malheur, car ordinairement, il est exact à m'écrire. » Voilà donc le texte de la lettre que l'on retrouva sur Alphonsine. Le malheur, c'est que le brouillon était de la main même de Hoyos, ce qui dévoile toute la machination. L'assassin était donc confondu. D'autant plus que l'on entendit un nommé Léon Maufort cocher à Poigny. Le 25 du mois d'octobre, je passais sur le pont de la vieille route de Senlis. Ce monsieur regardait avec tellement d'attention la voie en dessous de lui, que j'ai bien cru qu'il voulait sauter. Alors je me suis approché, et dès qu'il m'a vu, il s'est sauvé en courant. Mais je le reconnais bien. Ah, c'est lui, pas de doute. Henri Arsène Olivier, charron à Rambouillet, témoigne aussi. Cet homme-là est venu me voir pour que je lui arrange une hachette. Il m'a demandé d'aiguiser le tranchant, et tant que j'y étais, de raccourcir le manche de 5 cm pour qu'elle soit plus maniable. Je l'avais jamais vu avant, je l'ai jamais revu après. Seriez-vous capable de refaire un outil exactement semblable? Pour sûr, je l'ai encore bien dans la tête. Et Olivier reconstitue aussi exactement qu'il le peut la hachette. Elle rentre tout juste dans la vaste poche du manteau de Hoyos. Va-t-il s'avouer vaincu? Pas du tout, il proteste. Je jure que je ne suis jamais allé à Chantilly, je n'y connais personne. Le juge ordonne une seconde exhumation du corps de Baron. On conduit Hoyos à Chantilly. Devant le cadavre, il se cache le visage dans les mains. Mais après cette scène pénible, on l'oblige à traverser la ville à visage découvert. Alors plusieurs personnes reconnaissent en lui Antoine Luc. C'est sous cette identité qu'il avait autrefois été au service d'un propriétaire du pays. Mais Hoyos tient tête aux enquêteurs, et souvent avec un aplomb qui convaincrait tout le monde, s'il n'y avait pas des témoignages accablants par ailleurs. Et il va falloir beaucoup de patience pour découvrir dans le passé de Hippolyte Hoyos une série de forfaits qui laissent rêveur, et pour comprendre bien sûr son plan. Fils d'un fermier très honorable, il était devenu un dévoyé au hasard de ses mauvaises fréquentations, et il avait épousé une certaine Florence Anatolie Leleup. Dès le mois suivant leur mariage, il suggéra à sa femme de contracter une assurance sur la vie. Il en avait souscrit lui-même une, affirmait-il, dans une compagnie française. Il la ferait mettre au nom de sa jeune femme dès qu'il aurait l'occasion d'aller à Paris. Florence Anatolie signa, et 2 mois et demi plus tard, dans l'étable, elle était en train de soigner une vache. C'est alors que Hoyos passa, conduisant à l'abri d'un jeune cheval qu'il venait d'acquérir. La bête était sûrement vicieuse, puisqu'elle lança une ruade qui tua la jeune femme d'un coup en plein fond. Le médecin délivra le permis d'inhumer, après avoir constaté le décès par fracture du crâne et la marque du fer à cheval au milieu du front. Mais, voyez, chers amis, comme les gens sont méchants. Voilà que de vilains rapporteurs envoyèrent à l'assurance 2 lettres anonymes, et que disaient-elles? On aurait vu, la veille de l'accident, Hoyos en train de clouer un fer à cheval sur un maillet. Un fer à cheval sur un maillet. Oh, les gens sont méchants. D'autant plus que, vérification opérée, Hoyos avait acheté ce jour-là un fer à la forge. Mais c'est naturel, protesta-t-il. Nous possédons 2 chevaux. Oui, bien sûr, naturel. Tout aussi naturel que les coliques violentes dont s'était plainte la malheureuse à des voisins. Une rapide tournée dans les 2 pharmacies de Mons révéla que Hoyos y avait acheté de la poudre d'arsenic. C'est pour le jardinage, monsieur le juge. Mais, comme on n'avait rien pu prouver formellement, il obtint le non-lieu et l'assurance dut payer. Hoyos s'était ensuite remarié. Cette fois, il traita si durement son épouse qu'elle obtint la séparation avec une condamnation à 2 mois de prison de son mari. Puis, presque aussitôt, une autre condamnation à 3 ans et demi, mais cette fois
pour une fausse police d'assurance sur une compagnie belge. Un magistrat belge est assassiné, Hoyos est inculpé, puis relâché. Ah, j'allais oublier. Avant que sa femme n'obtienne la séparation, il avait proposé au père de son épouse d'assassiner un de ses parents riches pour qu'il puisse hériter. Le beau papa ayant refusé, Hoyos tente de le supprimer en le poussant hors d'une voiture roulant à grande allure. Puis, il était arrivé en France, où il vivait avec la fameuse Alphonsine Figue. C'est en France qu'il avait concocté l'opération de sa propre disparition. D'abord, il s'assure, et dans plusieurs compagnies, mais uniquement sur la vie. Il veut exclure le risque accident. « Pourquoi? Quelle idée ?» dit un courtier. « Non, je suis persuadé, j'ai le pressentiment que je mourrai de mort violente. » Il dépose son testament chez un notaire de Rambouillet, il y désigne comme légataires ses 2 grands-fils militaires et Alphonsine Figue. Seulement, il n'a pas du tout l'intention de mettre fin à ses jours. Et comme il faut un cadavre pour que les assurances paient, ce cadavre, il va se le préparer minutieusement. Selon un plan réglé, il va le faire venir de Belgique. Mais vivant, bien sûr. Il s'agit de Louis Baron, un pauvre garçon de 52 ans qui vit séparé de sa femme et qui a le corps et l'esprit en assez piteux état. Il lui fait faire à la ferme des petits travaux mineurs. En somme, il se garde son futur cadavre sous la main. Il a recommandé aux malheureux de ne parler à personne, en Belgique, de sa destination, soi-disant pour ne pas faire de jaloux. En réalité, il coupe ainsi les pistes dans ce sens. Et dans les jours qui précèdent le crime, il les coupe dans l'autre sens en répandant le bruit du retour de Baron en Belgique. Pendant ce temps, il installe sa future victime dans un hôtel de Rambouillet. Et le scénario se déroule inéluctablement. 24 octobre. Il retient une chambre à Paris, dans un hôtel rue du Départ, près de la gare du Nord, pour Baron. 30 octobre. Hoyos et sa famille viennent loger dans un meublé voisin. 31 octobre. Il donne à Baron des vêtements à lui pour qu'il soit correct, car il veut le présenter à de nouveaux patrons. 2 novembre. Alphonsine Figue et ses enfants prennent le train pour Valenciennes. Ce même soir, Baron et Hoyos montent dans un wagon et arrivent à Chantilly. Imaginez-les, chers amis. Les 2 hommes, 2 silhouettes, marchant côte à côte. Il fait sombre, il pleut. Hoyos a-t-il le courage de parler, de plaisanter avec celui qu'il conduit à la mort? Ils arrivent sur le pont de la vieille route de Senlis. Personne en vue. Hoyos laisse prendre quelques pas d'avance à Baron. Il sort la hachette raccourcie de la poche de son manteau. Et il frappe. Il frappe violemment, avec méthode. Baron ne lui ressemble pas vraiment. Il est blond, aux yeux bleus comme lui, mais il a une fracture de la cheville gauche, très caractéristique. Et surtout, son nez est surmonté d'une bosse proéminente. Hoyos frappe. Il coupe la jambe, tranche le nez, taillade la tête. Et puis, il bascule le corps par-dessus la balustrade et va le disposer sur la voie pour que le train ne puisse manquer de l'écraser. Pourquoi ne termine-t-il pas son œuvre en allant faire disparaître les traces de l'accomplissement de son forfait sur le pont? On ne le saura pas exactement. Hoyos n'avoua jamais. Il se débattit et jura son innocence sur ce qu'il avait de plus cher. Mais sans doute, les preuves étaient-elles trop nettes, puisque dans le palais de justice de Beauvais où il comparut, les jurés se retirèrent de la salle et on les vit avec surprise réapparaître quelques secondes après. On crut qu'ils avaient oublié quelque chose. Mais non, ils n'avaient eu besoin que d'un instant pour écrire sur un papier leur verdict, la mort. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Que mon sang retombe sur mon beau-père parjure, et sur tous ceux qui ont trompé le jury. Hoyos refusait toujours l'aveu. Mais à l'heure de son exécution, savez-vous ce qu'il murmura? Qu'il se repentait. À votre avis, chers amis, est-ce un aveu ou une simple formule? Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare.
un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.